Blaise Compaoré à Milan en Italie, le président va prendre part à une importante rencontre sur la coopération internationale. Notre président, qui est impliqué dans la résolution de plusieurs crises dans la sous-région, va partager ses expériences avec les participants du forum. Au Burkina Faso, même le monde judiciaire a effectué aujourd'hui la rentrée judiciaire 2012-2013. Actualité oblige, le thème est le juge et le processus électoral. Et puis en l'absence du président du Faso, président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le Premier ministre qui a présidé la rentrée. Autre rentrée, la rentrée scolaire au secondaire et au primaire. Les élèves et les écoliers ont repris officiellement ce jour les routes des écoles à travers le territoire national. Et puis un invité dans notre journal, le journal de corps d'armée Bruno Clément Bollet. Avec le journal Clément Bollet, il sera question du séminaire de mi-parcours du projet d'appui à la formation des forces de sécurité en Afrique. Un séminaire qui a débuté ce jour même en présence du ministre Jérôme Bougma, chargé de la sécurité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, le président du Faso est arrivé hier après-midi à Milan où il va prendre part au forum de haut niveau sur la coopération internationale. De nombreux ressortissants burkinabés étaient à l'entrée de son hôtel pour l'accueillir. C'est un séjour chargé d'enjeux que Blaise Compaoré entame en Italie avec lequel le Burkina entend renforcer sa coopération. L'Italie accueille de milliers de Burkinabés sur ses terres. Reportage signé Agima David Chombiano, Urbain Benito Sommet. Milan abrite ce lundi 1er octobre un forum de haut niveau sur la coopération internationale. La rencontre va réunir des experts et des politiques, parmi lesquels un invité spécial, le président Blaise Compaoré, qui est arrivé dans la deuxième ville d'Italie à bord du pic du Naouri aux environs de 16h ce dimanche. À travers ce forum, l'Italie s'interroge sur le rôle qu'elle doit jouer sur la scène internationale en matière de coopération dans le contexte d'un monde en crise. Blaise Compaoré est invité à partager son expérience en matière de politique de coopération internationale et en matière de médiation. Le voyage présidentiel en Italie est un signe fort du réchauffement de l'axe Ouagadougou-Rome qui intervient après la signature le 17 septembre 2012 d'un accord cadre de coopération. Entre 2006 et 2010, la coopération gouvernementale avec l'Italie a mobilisé 4,5 milliards de francs CFA pour le Burkina, tandis que la contribution des ONG italiennes se chiffrait à 2,2 milliards de francs CFA entre 2000 et 2012. Avec la réouverture annoncée du bureau de la coopération italienne à Ouagadougou, de nouvelles perspectives s'ouvrent avec ce pays qui accueille plus de 40 000 ressortissants burkinabés. Et puis l'Italie entend se repositionner sur le terrain de la coopération internationale. Les acteurs et les partenaires sont réunis à Milan, la capitale économique du pays, pour bâtir la nouvelle architecture de la politique internationale de l'Italie. 2 maîtres mots vont donner l'âme à cette nouvelle ambition, solidarité internationale et conquête de parts de marché. Le Burkina s'est exprimé à la tribune de ce forum de haut niveau pour partager son expérience de la coopération, mais surtout du vaste champ de coopération qui s'ouvre devant l'Italie et le Burkina Faso, 2 pays qui ont réalisé une coopération exemplaire depuis plus de 3 décennies. Urbain Benito Sommet, Agima David Chombiano. La récente crise économique qui a frappé durement l'Italie s'est traduite par un certain repli sur le champ de la coopération internationale, comme par exemple la fermeture en décembre 2011 du bureau de la coopération italienne à Ouagadougou. Aujourd'hui, la vision et la démarche sont tout autres. L'esprit de Rome, c'est se sentir moins étranger dans un univers mondialisé, selon les mots même du ministre en charge de la coopération internationale. Le président d'Italie, qui s'adressait au public du Strehler Théâtre de Milan par vidéoconférence, a dit toute sa détermination à faire de la coopération internationale une priorité italienne. Il s'agit de mieux faire entendre la voix de l'Italie dans toutes les instances en augmentant graduellement sa contribution à l'aide publique au développement, qui se situe pour l'instant à 0,19% du PIB, en mettant en cohérence et en synergie les actions des ONG, des volontaires, des universités et du secteur privé. Dans ces instants de construction de la nouvelle architecture de la coopération italienne, tous les partenaires sont invités à donner leurs idées et à exprimer leur sensibilité. Pour sa part, Blaise Compaoré exhorte l'Italie à prendre en compte les exigences d'un monde multipolaire en construction qui se pose en termes de sécurité, de développement économique, de réduction de la pauvreté. La coopération entre l'Italie et le Burkina Faso connaît un dynamisme nouveau, favorisé par des échanges de haut niveau.
comme les 2 visites effectuées cette année à Ouagadougou par le ministre italien de la coopération internationale et de l'intégration, le professeur Andrea Riccardi, et la récente visite à Rome du ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale, M. Tépé Bassoli. Ce renouveau de notre coopération a été matérialisé le 17 septembre 2012 par la signature d'un accord cadre de coopération au développement qui sera consolidé par la réouverture prochaine à Ouagadougou du bureau de coopération italienne. La nouvelle politique de coopération entre la République italienne et le Burkina Faso, fondée sur le concept d'une idée italienne pour le développement du Burkina Faso, est en parfaite cohérence avec la stratégie de croissance accélérée et de développement durable que notre pays vient d'adopter pour impulser le progrès économique et l'amélioration du bien-être des populations sur la période 2011-2015. La promotion des petites et moyennes entreprises ainsi que celle de l'investissement direct étranger et du commerce extérieur constituent des sortes de ce référentiel de développement. Nous fondons l'espoir que le partenariat Italie-Burkina s'étende au domaine des investissements privés et que le modèle italien de tissu industriel de PME performants se déploie au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré apporte son soutien à cette nouvelle orientation de l'Italie en matière de coopération qui traduit à ses yeux une volonté partagée de faire de l'axe Rome-Ouagadougou un modèle de coopération dans son expression et dans son champ d'action. Retour au Burkina Faso pour dire que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso était cet après-midi dans les locaux de la primature. Le docteur Daïr Alenazé est allé transmettre au Premier ministre Luc Adolphe Thiaw les salutations du prince héritier d'Arabie Saoudite. Il est aussi porteur d'un message qui traduit la reconnaissance du prince héritier aux efforts de médiation du président du Faso. L'ambassadeur a sa sortie d'audience au micro de Abdelaziz Yagibou. L'objet de sa visite aujourd'hui, c'est une visite courtoisie. Et puis, tenait aussi un message de la part du ministre, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, adressé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est un hommage rendu au Premier ministre, c'est une salutation par du prince héritier, et aussi dans le cadre du renforcement de coopération entre l'Arabie Saoudite et Burkina Faso. Donc la coopération entre l'Arabie Saoudite et Burkina Faso, c'est axé sur la construction des infrastructures, surtout les infrastructures routières, puis des écoles et d'hôpitaux, aussi pour la coopération au sein international. Dans les messages, il a remercié aussi le rôle que Blaise Compaoré joue dans la médiation de la crise au Mali. Aussi, l'Arabie Saoudite aussi est engagée pour appuyer ce rôle-là. Les acteurs du monde judiciaire ont effectué leur rentrée 2012-2013 ce matin à Ouagadougou. L'audience solennelle de cette rentrée judiciaire a été placée sous le thème « Le juge et le processus électoral ». À quelques 2 mois des élections couplées municipales et législatives du 2 décembre, ils ont ainsi choisi de réfléchir autour de leur implication dans le processus électoral. Le président du Faso, président du Conseil supérieur de la magistrature, a été représenté à cette cérémonie par le Premier ministre Benyon Luc Adolphe Thiaw. Reportage signé Maïmouna Traoré. Pour les élections couplées municipales législatives du 2 décembre prochain, les juges qu'ils sont ont un grand rôle à jouer. Contrôler la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin. À cette rentrée judiciaire, ils ont alors choisi d'échanger autour de l'implication du juge dans le processus électoral. Le juge se trouve avant le processus électoral parce que depuis quelque temps, les juges au niveau administratif ont commencé même en leur sein des sessions de formation pour s'approprier les textes législatifs pour pouvoir bien conduire leur travail. Ils sont pendant les élections parce que le jour du vote, par exemple, ils peuvent faire des descentes inopinées dans les bureaux de vote pour faire des contrôles. Et après,
tout le travail de recensement général du vote, attester la sincérité du vote et à la fin publier les résultats, c'est encore le juge. Le choix de ce thème marque également la volonté du monde judiciaire de partager certaines préoccupations avec les autres acteurs du processus électoral. Sans eux, il n'y aura pas de crédibilité et de légitimité de nos consultations électorales. Donc, ça veut dire que nous accordons une grande importance à leur action et également aux sanctions qu'ils feront donc des scrutins qui vont donc se tenir le 2 décembre prochain. Cette rentrée judiciaire a connu la participation du vice-président de la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Son pays organise des élections couplées régionales et locales en février 2013. Il vient s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso. Notre guerre avec plus de 3000 personnes est partie justement du mauvais règlement du contentieux électoral. Donc il est important que jamais une affaire comme ça ne se renouvelle. Donc nous sommes demandeurs de toutes les expériences pour éviter justement que demain la Côte d'Ivoire ne connaisse cette grande fracture électorale qui a entraîné cette guerre horrible. Les acteurs du monde judiciaire ont aussi fait des suggestions en vue d'améliorer leurs conditions de travail dans l'optique d'une justice crédible, accessible et transparente. Et puis ce lundi 1er octobre 2012 marque la rentrée officielle pour l'année académique 2012-2013. Pour ce nouveau départ, c'est la ville de Tinkodogo qui a été choisie pour cette cérémonie solennelle. Ce matin, les ministres en charge de différents ordres d'enseignement ont donné rendez-vous à tous les acteurs qui œuvrent pour dispenser le savoir aux futurs bâtisseurs de notre nation, la nation burkinabé. Un message fort leur a été livré. Tout doit être mis en œuvre pour un bon déroulement de l'année académique 2012-2013 avec au bout de bons résultats. Reportage signé Jean-Baptiste Ouedraogo. Après Banfoura en 2011, c'est dans la ville de Tinkodogo qu'a été lancée officiellement la rentrée scolaire et universitaire 2012-2013. Pour la circonstance et en un même lieu, 4 ministres, 2 gouverneurs, des partenaires et des acteurs du système éducatif. Une occasion unique pour d'une part faire le bilan de l'année écoulée, d'autre part partager une vision commune pour l'année scolaire et académique qui démarre. Les parents d'élèves d'abord, les mères, les pères et l'éducation commence d'abord en famille, à la maison. Si les valeurs fondamentales sont déjà acquises par les enfants au niveau déjà des familles et si les mères et les pères s'investissent dans l'éducation des enfants, je vous assure que le succès sera au bout du processus. Les 9 prochains mois seront décisifs pour les acteurs du système éducatif. Il y a de nombreux défis à relever et l'État, pour sa part, jouera sa partition. Après s'être longuement appesanti sur les acquis du système éducatif et sur les chantiers à court terme des ministères en charge de l'éducation, le professeur Moussa Ouattara ajoutera ceci. Et à l'esprit que c'est aujourd'hui que se prépare votre avenir et sachez que l'on s'y appelle. Chères étudiantes et chers étudiants, avec la reprise des cours dans les universités, c'est un grand défi que nous venons de relever ensemble. C'est un pas décisif vers une année universitaire 2012-2013 réussie sur l'ensemble des campus de notre pays. Je souhaite que l'esprit du dialogue, de la concertation, du compromis et du sens de la mesure nous permette de préserver l'essentiel. Chères enseignantes, chers enseignants, chers encadreurs, les regards sont tournés vers vous, des regards qui attendent que vous donniez le meilleur de vous-même pour que l'année 2012-2013 soit couronnée de succès. Les représentants des élèves du Centre-Est, des associations des parents d'élèves et des mères éducatrices reconnaissent les efforts de l'État pour la promotion de l'éducation avec néanmoins des requêtes. Et pour constater l'effectivité de cette nouvelle rentrée scolaire et académique, des visites ont été organisées dans un centre d'éveil, dans une école primaire et au lycée Rialé de Tinkodogo. Voilà, comme le disait Jean-Baptiste Ouedraogo, les vacances sont finies pour les élèves tant du primaire que du secondaire. Ce lundi 1er octobre, c'est la rentrée officielle des classes sur toute l'étendue du territoire national. Pour le compte de l'année, près de 500 000 élèves sont annoncés en classe de CP1, premier niveau de l'enseignement au Burkina Faso. Le reportage, Frédéric Etienne Bassenga. C'est parti pour la rentrée scolaire 2012-2013 au Burkina Faso. Ici, au lycée Philippe Zenda Kaboré, tout semble bien se passer.
Si pour certains élèves ce sont les retrouvailles, d'autres par contre découvrent un environnement différent de l'année dernière auquel ils semblent tout de même s'adapter. C'est mon premier jour d'être là. Ça nous plaît de voir nos camarades aussi comme nous, de fréquenter ici. Je suis très contente parce que j'ai retrouvé tous mes amis. On est ensemble, encore seulement. Je me suis bien préparée. Je pense bien que cette année, ça serait bien. La rentrée scolaire, c'est aussi un casse-tête pour les parents dont les enfants n'ont pas eu l'entrée en 6e ou l'entrée en seconde. Il faut faire la queue, parfois se bousculer, le tout avec de longues heures d'attente pour espérer avoir une place. Il a eu le CP, il n'a pas eu l'entrée en 6e, donc je suis venu négocier la place pour lui. Mon enfant là, que je veux qu'il gagne la place ici, mais c'est un peu difficile parce qu'il n'a pas eu sa rentrée. Donc je vais venir pour négocier avec les proviseurs là pour qu'ils n'ont qu'à m'aider. La pression est très forte sur moi actuellement. Il y a beaucoup qui sont admis au CP et au BPC, mais beaucoup n'ont pas pu avoir donc les entrées en 6e et l'entrée en seconde. Et donc nous avons essayé pendant au moins 3 jours de recevoir et prendre ce qu'on peut. Aujourd'hui, j'ai dit il faut que comme c'est le jour de l'entrée, donc à temporiser, on va faire le contrôle, voir s'il y a des disponibilités, on va les prendre, mais ils n'entendent pas ça comme ça. Sinon, globalement, ça va. Nous sommes ici dans une classe de 6e. Il n'y a pas de temps à perdre pour Mme Koulibaly, enseignante de français. Elle déroule déjà le programme de l'année scolaire. Officiellement, la rentrée scolaire, c'est le 1er octobre et je suis là pour la rentrée. Je leur donne l'emploi du temps, la liste des fournitures et aussi les cahiers, les livres. Ça a donc bel et bien démarré. Espérons que cette année scolaire se passe dans de bonnes conditions au bonheur de tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation. Certains établissements ont d'ores et déjà débuté les cours, d'autres s'organisent encore, tout en souhaitant une bonne rentrée scolaire à l'ensemble des acteurs. Le premier responsable des enseignements secondaires et supérieurs des Hauts-Bassins lance un appel pour une année scolaire apaisée. Sanoua Christine Koulibaly depuis Bobo-Dioulasso. Ce premier jour de la rentrée des classes est appréhendé différemment aussi bien par les enseignants que par les élèves. Si pour certains élèves, il constitue un cadre de retrouvailles, pour d'autres, cette journée est plutôt redoutable, notamment pour les nouveaux. On nous envoie les enfants sans les accompagner. Et là, vraiment, ça nous fait des problèmes. Souvent, il y a certains enfants qui ignorent leur propre nom, leur vrai nom. Alors, ils ont un autre nom à la maison et les papiers, c'est un autre nom. Donc, ça fait que souvent, on appelle certains enfants qui sont là, mais qui ne savent pas que c'est leur nom. Nous étions là depuis le 15 septembre. On a tout préparé et en tout cas, nous avons décidé de commencer effectivement les cours demain. Parce qu'avec l'appel et puis les différents mouvements que vous constatez, on ne peut pas travailler aujourd'hui. Sinon, nous sommes prêts en tout cas pour commencer le travail. Au niveau de l'enseignement secondaire, si l'heure est aux inscriptions dans certains établissements, d'autres ont déjà commencé les cours. Dieu merci, tout se passe bien. Comme vous-même vous voyez, il n'y a pas de perturbation, il n'y a rien. On a fait les appels, on a donné l'emploi du temps et puis ceux qui avaient cours ont commencé. On veut finir justement les programmes à temps. Peut-être qu'on aura le temps de réviser avant les examens. On pourra faire des travaux dirigés avant les examens. Et pour que ces efforts ne soient pas vains, une année scolaire apaisée s'avère nécessaire. C'est du moins le vœu du premier responsable des enseignements secondaires et supérieurs des Hauts-Bassins. J'aimerais profiter de cette occasion pour demander à ce que les parents là nous aident à sensibiliser leurs enfants. Ce que nous voulons également demander aux parents d'élèves, s'ils envoient leurs élèves dans un établissement, s'ils inscrivent les élèves, il ne faut pas qu'ils les abandonnent. Il faut qu'ils poursuivent, qu'ils aillent dans les établissements pour voir comment effectivement évoluent ces élèves-là. C'est donc dans l'espoir que cet appel sera entendu par l'ensemble des acteurs que la rentrée scolaire s'est effectuée ce matin dans la ville de Sia.
Éducation toujours à l'ENEP de Fada, dans la région de l'Est, a pris fin la 9e conférence annuelle des personnels d'administration et de gestion du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les participants ont pendant 4 jours mené la réflexion autour du thème « Le management dans les structures du MENA, difficultés et perspectives de but recherché » et d'encourager davantage l'engagement des agents du système éducatif vers la voie d'une bonne gouvernance de l'administration publique. Reportage de Nicolas Zigani. La 9e conférence annuelle des personnels d'administration et de gestion vise le renforcement des capacités des agents du système éducatif de base en matière de management. Outre le thème central, des communicateurs chevronnés ont tenu les participants en haleine sur divers sous-thèmes d'ordre managérial vécus dans les structures du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'élaboration d'outils de planification et d'évaluation, surtout les défis à relever pour atteindre les objectifs du plan de développement stratégique de l'éducation de base. Nous savons qu'aujourd'hui, dans le management moderne, il est question de faire en sorte que vos collaborateurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, puissent libérer leur potentiel. Et aujourd'hui, il était important de venir et de rassurer les uns et les autres, de leur dire que nous avons besoin d'eux, que nous voulons prendre appui sur eux pour réussir la prochaine année scolaire qui s'ouvre dans quelques jours. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette conférence. C'est un personnel engagé qui est prêt, qui a révisé ses fondamentaux et que nous allons pouvoir retrouver sur le terrain afin de mener à bien la mission qui nous est confiée. Les participants repartent confiants et s'engagent avec abnégation à mieux faire dans leurs services à la recherche des vertus de l'excellence et de la productivité. Nous avons vu comment il faut motiver les agents, comment on peut faire en sorte que le fonctionnement, l'administration, la gestion de l'éducation puisse se faire dans un consensus, dans un processus participatif. Et ça, c'est une très bonne chose. Bon, on allait solliciter nos autorités de nous permettre d'avoir plus de formation et de spécialisation pour pouvoir promouvoir l'éducation. Cette conférence annuelle des personnels d'administration et de gestion du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est déroulée au même moment sur 3 sites différents, Bobo Dioulasso, Dori et Fadangourma. Les participants ont bénéficié des mêmes modules de formation. Et puis de son côté, l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso a mis sur le marché de l'emploi 110 techniciens supérieurs et ingénieurs en génie électrique. Durant 2 années, ils ont été formés à concevoir, à réaliser et à maintenir les équipements électriques, électroniques et informatiques. C'était à l'occasion d'une cérémonie riche en couleurs organisée au sein de l'établissement Ouagadougou ce samedi 29 septembre. Le reportage est de Frédéric Etienne Bassenga. Après 2 années de dur labeur, ils ont été jugés dignes d'être des techniciens supérieurs et ingénieurs de travaux de haut niveau dans le domaine du génie électrique. Désormais nantis de toutes ces connaissances reçues à l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso, ces 110 impétrants sont prêts à affronter le marché de l'emploi. La formation que nous avons eue à l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso est une formation de taille parce que avec les cours que nous avons reçus, nous avons vraiment pu avoir des qualifications lors de nos stages d'entreprise. Et donc, avec cette formation, nous sommes sûrs d'être vraiment opérationnels, d'apporter un plus au développement d'une société, à l'avancement de ce pays de Burkina Faso. Ça nous réjouit vraiment parce que ça couronne 2 années de dur labeur et nous sommes franchement heureux. Cette promotion qui a pris pour nom El Hadj Oumarou Kanazoué s'est distinguée de façon particulière à la satisfaction des autorités présentes à la cérémonie et du parrain qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses fioles. Chaque fois que l'initiative privée dans le sens de l'enseignement supérieur et en particulier de l'enseignement supérieur industriel célèbre l'excellence, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là. Le conseil que je donne aux filles, c'est d'être discipliné dans l'entreprise, d'être travailleur, compétent. C'est la compétence qui paye. Je disais tantôt, il faut aussi être modeste. Il faut profiter de la présence des aînés qu'ils vont trouver dans l'entreprise pour profiter de leur expérience. Et c'est dans la simplicité, la modestie qu'ils pourront
véritablement profiter. L'Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso, qui s'est fixé pour objectif d'être un pôle d'excellence à vocation sous-régionale, est en train d'atteindre son but selon ses administrateurs. Pour cette année scolaire 2012-2013, il est attendu 400 étudiants, dont 25% sont d'origine étrangère. Si seulement je pouvais trouver les mots. Sécurité à présent, les représentants de la police et de la gendarmerie de 8 pays africains sont en évaluation avec l'ensemble de leurs partenaires. Ce séminaire organisé par la coopération française permettra de tracer les objectifs pour les 2 années à venir du projet d'appui à la formation des forces de sécurité en Afrique. Ce projet a déjà formé des spécialistes en maintien de l'ordre et apporté des appuis matériels à certains pays africains. Le reportage est de Nicolas Zigani. Après 18 mois de fonctionnement, l'heure est déjà à l'évaluation pour mieux cadrer les objectifs des 2 années à venir du projet d'appui à la formation des forces de sécurité en Afrique, AFORMA. Ce programme a permis de former près de 80 formateurs experts, dont 8 burkinabés. Ces derniers ont en charge de former des spécialistes dans les domaines du maintien de l'ordre et de la police judiciaire. Le projet AFORMA, qui est donc un projet initié par la coopération française, permet d'apporter à nos forces de sécurité une formation adéquate, prenant en compte le respect des droits humains. Et dans un environnement où, comme vous l'avez remarqué, très vite, pour des difficultés conjoncturelles, les populations s'organisent pour manifester, les forces de sécurité doivent s'adapter à cette nouvelle donne et avoir un réflexe de protection des libertés plutôt que de répression. Une coopération sud-sud qui permet à l'ensemble des partenaires et pays concernés de bénéficier non seulement de la formation, mais aussi d'obtenir un appui matériel pour leur structure de formation. La deuxième originalité d'AFORMA, c'est de s'adresser à un ensemble de pays. Vous avez noté qu'on dépasse le cadre de la sous-région, puisqu'il y a des pays qui viennent de l'Union du Maghreb arabe, d'autres qui viennent de la CEAC. Et donc on est sur un projet à portée continentale. Et je crois que cet échange sud-sud, c'est justement la possibilité de pouvoir échanger entre États de la même sous-région, entre États de sous-régions différentes, de façon à pouvoir s'attribuer un savoir-faire collectif. Outre le Burkina Faso, sont présents à ce séminaire de 48 heures les représentants de la police et de la gendarmerie du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée, du Togo, du Niger et de la Mauritanie. Voilà, retour sur le plateau avec notre invité, le général Bruno Clément Bollet. Il est général de corps d'armée. Général, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vous a vu dans l'élément de Nicolas Zigani qui vient de passer tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors c'est effectivement, comme ça a été très bien montré dans le reportage, il s'agit d'un programme régional qui vise qui s'adresse à des formateurs, à des futurs formateurs. L'idée, c'est de former des formateurs en matière bien sûr de sécurité intérieure, en matière de savoir-faire de police, donc avec en finalité finalement de mieux s'occuper des populations, de mieux les protéger contre le brigandage, la criminalité. Mais l'idée principale, c'est bien de former des formateurs. C'est donc de transmettre un savoir-faire, de façon à ce que l'État partenaire soit autonome et puisse après voguer de ses propres ailes. Et puis il y a une deuxième dimension, qui est bien montrée, me semble-t-il, dans le reportage, c'est l'aspect rayonnement régional. À ce jeu-là, le Burkina Faso est expert, puisqu'il y a d'autres projets que nous faisons avec lui, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui sont un peu de la même essence, mais comme je le soulignais tout à l'heure, on dépasse le cadre sous-régional de la CEDEAO, puisqu'on s'adresse aussi à des pays de l'Union du Maghreb arabe et de la CEAC. Je crois que c'est extrêmement important dans ce domaine de la sécurité intérieure de partager son expérience. On a ses propres savoir-faire, mais on apprend toujours des autres. C'est un peu l'idée de ce séminaire AFORMA. Il dure 3 ans, ce programme AFORMA, et là on est arrivé à mi-parcours. Et c'est une succession de formations spécifiques, d'équipements, et qui vise donc à renforcer les structures de sécurité intérieure de chacun des pays partenaires. Et donc, c'est l'occasion pour nous de faire un bilan, et puis de voir s'il faut continuer dans la même direction, ou au contraire s'il faut réorienter, et de façon à mieux faire vivre cette formation et mieux remplir notre mission. Général, vous parlez justement de bilan mi-parcours, mais ce bilan mi-parcours, il est comment? Écoutez, il est de ce que j'ai entendu ce matin et cet après-midi, puisque j'ai assisté bien sûr au séminaire, il est extrêmement riche et il est très diversifié, c'est ce que je note. Et que je m'aperçois que ce qu'on développe, par exemple au Cameroun, ou qu'on développe en Mauritanie,
et peut-être pas tout à fait la même chose que ce qu'on développe au Burkina Faso. Mais je vois bien que cet échange d'expérience et les débats étaient très animés, dans le bon sens du terme, hein, et je vois bien que chacun va puiser dans ce que l'autre a témoigné une bonne idée qui va probablement lui permettre de démultiplier son action pour le reste du séminaire. Général, vous connaissez assez bien l'Afrique. Vous avez servi en Côte d'Ivoire, à Djibouti, au Tchad, au Sénégal. Vous êtes venu assez fréquemment au Burkina Faso. Mais quelle appréciation vous faites des forces de sécurité et de défense des pays africains? Moi, je note, alors moi, en tant que directeur aujourd'hui de la coopération de sécurité et de défense, j'ai une mission très particulière, qui est en particulier celle de la formation. Et je crois que c'est ça fait une trentaine d'années que je tourne en Afrique, ou que je travaille sur l'Afrique. Ce que je note, c'est le développement des outils de formation. C'est ça qui me frappe avant tout. D'abord, je trouve que les armées sont mieux structurées. Elles souffrent encore du problème d'équipement, pour beaucoup d'entre elles. Mais ce qui me frappe le plus, c'est le développement de ces outils de formation avec Quand vous dites outils de formation, vous faites quoi? Je parle des écoles. Je parle très précisément des écoles, qu'elles soient nationales, et on a des partenariats avec beaucoup de pays d'Afrique sur des écoles nationales, ou qu'elles soient à vocation régionale, comme on a ici, d'ailleurs, pour l'école technique, hein, au Kangium. Le MTO, voilà, exactement, l'école militaire technique de Ouagadougou, qui développe les savoir-faire, les métiers de la logistique, du soutien, de la maintenance. C'est une des spécialités du Burkina Faso, et je peux vous dire qu'il y a plus de 20 pays d'Afrique subsaharienne qui profitent des savoir-faire de cette école. Les instructeurs sont pour l'essentiel burkinabés. Donc là, je crois que l'intérêt d'un institut comme ça, c'est l'appropriation du savoir-faire et le partage de l'expérience aux autres pays d'Afrique. Tout à l'heure, le ministre Jérôme Bougma disait qu'on avait besoin de forces de sécurité qui fassent beaucoup plus de sensibilisation plutôt que de répression. On a changé, les forces de sécurité ont changé d'option, ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, je crois qu'on n'a pas changé d'option. Oui. Je crois qu'il y a un panel de missions qui est très large, qui sont différentes. Parfois, quand moi ça m'est arrivé en Côte d'Ivoire il y a quelques années, il faut des forces pour ramener l'ordre. Et puis essayer de le maintenir. Et puis, il y a le travail courant, les missions de service public. Moi, j'ai beaucoup fait ça quand j'étais dans l'océan Indien. Les missions de service public, c'est quoi? Non, je parle j'étais à l'île de la Réunion, et je couvrais les pays de la SADC et de la Commission de l'océan Indien, Madagascar. Et on s'aperçoit qu'il y a des menaces qui ne sont pas nouvelles, mais dont on a pris conscience qu'il fallait absolument les prendre en compte, et parce qu'elles affectent directement la population. C'est par exemple les catastrophes naturelles. Et on est en plein dedans, puisque demain, justement, on va y venir. Mais parlons un peu, il y a d'autres types de menaces aujourd'hui qui se passent dans le pays. C'est très rare de voir des États rentrer en conflit, inter-États. Aujourd'hui, les forces de sécurité font face à des conflits internes. Alors, comment est-ce que les militaires, les gendarmes, les policiers doivent se comporter face à ce genre de menaces? Je vois que l'évolution, effectivement, des menaces n'a pas échappé à l'œil averti que vous avez sur la défense. Merci, mon général. Mais effectivement, je crois que le monde n'est pas plus dangereux aujourd'hui qu'il n'était hier. Je crois surtout que la menace a évolué. Aujourd'hui, la menace, elle est beaucoup plus diffuse. Quand vous parlez de terrorisme, quand vous parlez de trafic de drogue dure, vous ne voyez pas vraiment quel est votre ennemi, à qui vous avez affaire. Et donc, ça demande quoi? Ça demande d'abord d'être bien renseigné, et ça demande donc d'échanger. Moi, ce que je note surtout aujourd'hui, et ça rejoint la première question que vous me posiez, c'est ces échanges qui sont développés entre pays d'Afrique. Et je trouve que ces écoles, justement, à vocation régionale, ces instituts ou ces séminaires du type Informa sont intéressants en ce sens, où ils donnent l'occasion et donnent l'opportunité aux pays d'Afrique d'échanger. Alors là, c'est sur des savoir-faire, mais c'est aussi beaucoup dans le domaine du renseignement. Vous savez, quand vous avez un terroriste qui est dans une capitale et puis qui le lendemain se retrouve dans l'autre, il est quand même extrêmement intéressant pour le pays pour qui ça arrive, d'avoir les informations du pays à qui c'est arrivé, de façon à ce qu'ils puissent s'organiser. Je crois que les menaces,
elles sont beaucoup plus collectives aujourd'hui et qu'il faut qu'on s'organise ensemble pour pouvoir y répondre. Voilà, demain justement, on va lancer l'inauguration de l'Institut supérieur d'études en protection civile. De quoi il s'agit exactement? Alors cet institut, moi c'est quelque chose qui m'est très cher et je sais que d'abord c'est très cher aussi aux autorités burkinabées. Vous savez que dans ce pays, on a un savoir-faire qui est unique en Afrique subsaharienne, enfin qu'on a développé d'une façon unique en Afrique subsaharienne, c'est celui justement du métier des sapeurs-pompiers. Il y a une brigade nationale des sapeurs-pompiers qui est de vieille tradition ici, qui est bien formée, qui a vraiment des experts, c'est vraiment une unité d'experts. Et ce souci de la protection civile, c'est un souci que les autorités burkinabées ont développé depuis très longtemps. Pour vous donner un exemple, cette unité, cette brigade nationale, qui est très populaire ici, je le sais, elle a 1100 hommes. En 2011, elle est intervenue 25 000 fois. Vous imaginez ce que ça fait par jour, en nombre de... C'est énorme. Hein. C'est vraiment un véritable outil. Et il se trouve que les autorités burkinabées ont, depuis quelque temps, nous disaient qu'elles étaient intéressées à pouvoir continuer à développer un véritable outil de formation qui existe déjà, mais lui donner une espèce de deuxième souffle. Et en même temps, ces mêmes autorités souhaitaient faire partager là aussi aux autres pays, ceux qui sont moins développés dans ce domaine-là. Et pour tourner beaucoup en Afrique, je m'aperçois qu'il y a les pays sont en règle générale mal équipés sur le plan de la protection civile. Et donc, nous avons conjointement donc décidé de faire monter en puissance cet Institut supérieur d'études de protection civile qui, à mon sens, est extrêmement intéressant parce qu'il couvre l'ensemble du panel que relève la protection civile. C'est d'abord la formation du pompier, formation technique, elle va se faire à Bobo-Dioulasso. L'Institut existe déjà, on va s'appuyer dessus. Il est rattaché, cette école est rattachée à l'Institut. Et puis le reste de l'Institut développera 2 autres niveaux qui se feront ici au Burkina Faso. D'abord le niveau des officiers et des sous-officiers. Vous savez, quand on a un site qui est touché par un incendie, il faut commander ce site, c'est très compliqué, on est en plein dans l'opérationnel, et donc ça demande une formation spécifique, elle sera développée. Et puis le 3e niveau, c'est le niveau des autorités publiques, qui sont en charge des grands plans nationaux d'organisation des secours. Il faut que ces plans, c'est extrêmement important qu'ils soient à jour, qu'ils soient en permanence bien faits, d'abord, bien à jour. Et donc, il y a également des stages qui seront organisés pour ce niveau de responsabilité. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a déjà un stage qui a démarré. On a affaire à 11 pays. 11 pays. Ouais. Demain, c'est au moins 15 et après-demain, c'est au moins 20. Général, le sujet est assez intéressant, mais nous sommes tenus par le temps. La sous-région est confrontée à un certain nombre de problèmes, de crises. Et ce qui nous préoccupe en tant que pays limitrophe, c'est la crise malienne. Alors, quel rôle et quel appui la France, votre pays, peut apporter à la sous-région pour essayer de résoudre ce problème? Je sais que le président Hollande, à la tribune de l'ONU, a dit que la France apporterait son soutien, mais comment ce soutien va se faire? Oui, je crois que la France, enfin je crois, oui, les autorités françaises se sont prononcées à ce sujet. La France et la communauté internationale ont décidé, si la force, et la force devrait émerger de la CEDEAO quand elle sera mise sur pied, d'apporter un appui logistique, un soutien. On dit un soutien. Et le soutien, vous le traduisez en 2 grandes branches. Appui logistique et renseignement. Mais appui logistique, c'est de quoi il s'agit exactement? Alors, appui logistique, ce sera une participation probablement avec d'autres partenaires à l'équipement et puis au soutien. Vous savez qu'une fois que les forces sont sur le théâtre, après il faut les ravitailler, il faut les réparer, ça demande beaucoup un soutien logistique. Donc c'est précisément ça que ça veut dire. Et puis l'autre branche, ce sera tout l'aspect renseignement qui sera amené donc aux forces de la CEDEAO qui pourront en bénéficier. Voilà. Merci, Général. Merci nous aurons l'occasion de nous retrouver prochainement pour d'autres informations. Ceci dit, si vous le permettez, vous nous suivez pour terminer ce journal. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Disons que la 9e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie a fermé officiellement ses portes ce dimanche dans la soirée. Une cérémonie riche en couleurs qui a récompensé une dizaine de stands et des personnes physiques. L'hôtel Yibi s'est illustré avec plus de 2 trophées et d'attestations de reconnaissance. Le reportage est signé Éléonore Yerbanga. La 9e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou aurait été la bonne pour l'hôtel Yibi. Un certificat de mérite, 2 trophées en or pour les prix du meilleur serveur et du meilleur stand professionnel. Nous avons tout juste travaillé.
Nous avons écouté les besoins de nos clients et nous avons travaillé à essayer de mettre en place ce qu'on appelle le management de la qualité et travailler sur différents axes d'amélioration, surtout sur l'amélioration continue de nos prestations et la recherche de la qualité et en même temps que la mise en place des plans de formation en permanence. Le CITO 2012 a aussi récompensé les meilleures agences de voyage, les guides touristiques et les directions régionales présentes à cette édition. L'hôtel Splendide reçoit le prix spécial du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour l'utilisation de panneaux solaires pour les chauffe-eau. L'Algérie, pays invité d'honneur, reçoit le premier prix du meilleur stand pays. Les frères burkinabés nous ont appris pas mal de choses et on leur félicite pour ce salon. J'espère que l'année prochaine, la 10e édition, on sera présent avec encore une plus importante délégation afin de donner un plus pour les relations entre les deux pays, afin de développer et de booster le secteur du tourisme africain. Pour le ministère de la Culture et du Tourisme, l'édition 2012 du CITO aura tenu toutes ses promesses en dégageant des pistes pour une meilleure desserte des régions du Burkina. Je peux dire que je suis satisfait de la tenue de cette édition du CITO, tant au point de vue de la participation des professionnels au volet exposition, qu'également au niveau donc, de la participation des professionnels au niveau des deux thèmes qui ont été soumis donc, à débat, à savoir donc, les énergies renouvelables et bien sûr le problème donc, du transport. Donc je peux dire que toutes les activités qui ont été inscrites au programme ont été réalisées et je pense aussi que le feedback que nous avons eu par-ci par-là nous conforte dans l'idée que ce 9e CITO a véritablement atteint ses objectifs. La cérémonie de clôture du CITO était riche en couleurs avec des prestations d'artistes et de troupes traditionnelles burkinabées et algériennes. Rendez-vous est pris en septembre 2013 pour la 10e édition. Les biotechnologies face aux défis de la sécurité alimentaire et des changements climatiques. C'est sous ce thème que Burkina Biotech Association a organisé la semaine dernière une formation à Fadangourma. Objectif, apporter l'information aux producteurs de coton, aux élus locaux et aux leaders d'opinion sur la question des OGM. Le reportage porte la griffe de Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est avec beaucoup d'intérêt que producteurs, élus locaux et leaders d'opinion de la région de l'Est ont suivi les différentes interventions au cours de cette rencontre d'information et de sensibilisation. Le Burkina est entré de plein pied dans la production du coton génétiquement modifié. On comprend alors l'importance pour les acteurs de maîtriser les questions liées à la biotechnologie. C'est tout l'enjeu de cette rencontre organisée par Burkina Biotech Association et soutenue par le Réseau africain d'expertise en biosécurité et l'ambassade des États-Unis. Que de chemin parcouru depuis, puisque aujourd'hui, l'année qui se termine a vu la mise en culture de 300 000 hectares de coton OGM. En peu de temps, vous voyez les progrès réalisés. Aujourd'hui, le Burkina, qui s'était engagé dans ses essais avec ses chercheurs, arrive au 15e rang mondial parmi les gros producteurs de OGM en termes de superficie, c'est-à-dire 300 000 hectares. Les pays africains sont confrontés à des récoltes imprévisibles en raison des changements climatiques. Les cultures biotechnologiques ont déjà démontré leur capacité à accroître de manière significative la productivité et donc de servir de moteur à la croissance économique rurale et contribuer à la réduction de la pauvreté pour les agriculteurs. Enjeu des organismes génétiquement modifiés, étape de l'introduction du coton BT au Burkina, ce sont les deux principaux thèmes développés par le professeur Séré et le docteur Roger Zangré. Deux communications suivies de longues séances d'échanges sans tabou. L'origine, les avantages, les précautions, les risques liés aux organismes génétiquement modifiés, autant de questions soulevées. Les multiples avantages du coton BT en termes de gains en productivité, de diminution de la pénibilité du travail et d'économie en pesticides ont fini de convaincre la majorité des producteurs. Aujourd'hui, Burkina Biotech Association croit en la biotechnologie comme solution face aux défis de la sécurité alimentaire et des changements climatiques.
Infrastructure routière à présent, dans 8 mois, un nouveau pont sera érigé sur le fleuve Nazino, sur l'axe Ouagadougou-Pau. Pour l'heure, c'est la construction d'un pont métallique devant servir de voie de déviation qui est en cours. Comment se déroulent les travaux sur le chantier pour un meilleur trafic sur cet axe qui relie le Burkina Faso à certains pays limitrophes? Voici le compte-rendu de Adama Koulibaly. En juin 2013, la traversée à hauteur du fleuve Nazinon sur l'axe Ouagapo, frontière du Ghana, devrait être plus aisée. Les travaux de construction d'un nouveau pont sont en cours sur cet axe qui connaît un trafic important. Ce pont métallique constitue la première étape du chantier. Pour démarrer un tel chantier, il faut des phases préparatoires. Vous savez que le tronçon Ouaga pour frontière du Ghana transite un gros trafic. Donc pour la reconstruction du pont, il faut faire en sorte que le trafic ne soit pas coupé lors de la construction. Alors voilà pourquoi nous avons, pour préparer le démarrage des travaux, nous avons essayé de faire ce qu'on appelle le montage d'un pont métallique de type Bélé. Nous avons un pont qui est monté pour prendre 80 tonnes maximum. Voilà, 80 tonnes. Il a une largeur roulable de 4,20 m. Voilà, et donc, comme vous l'avez vu, c'est un pont de 39 mètres. Donc, qui va servir de déviation comme le DGOA l'a expliqué. Et donc, pour gérer le trafic, on aura à mettre des ralentisseurs à l'entrée et à la sortie. Avec des consignes, nous avons la gendarmerie qui est à côté, de sorte que nous n'ayons qu'un seul véhicule qui passe à la fois sur l'ouvrage. Selon le directeur de la GECAMO, l'entreprise en charge de la construction, Mahamoudou Ouedraogo, l'édifice sera prêt d'ici le 4 octobre. Il a un coût de plus de 100 millions de francs CFA. Quant au pont définitif, il a un coût total de plus d'1,4 milliard pour un délai d'exécution de 8 mois.